Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrowco. Alors, Amine, c'est le fondateur de Sportbio, qui est pour moi une des startups deep tech fondées par des Marocains qui a le plus de potentiel. Amine va vous raconter exactement ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est un épisode qui est hyper spécial. Cet épisode sort le 8 mai. Amine, tu seras à l'UM6P, à Ben Grir, pour faire une annonce retentissante. Et aujourd'hui, tu l'annonces en avant-première dans Tomorrowco. Qu'est-ce que tu vas annoncer, Amine? Le teasing, là, waouh. Je vais continuer un petit peu le teasing. Non, donc ça fait 2 ans que j'ai lancé Sportbio et j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de visiter des dizaines de centres de recherche académiques un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Et il y a un truc que j'ai retrouvé dans tous ces centres de recherche, c'est qu'à chaque fois, tu as un Mghrebi qui travaille là-bas, dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui est très respecté localement et qui fait des trucs de fou. Et je me suis dit, c'est fou, dans cet élan de patriotisme qu'on a avec Maroc 2030, avec toutes les initiatives qui sont lancées, qui mettent en avant les sportifs, qui mettent en avant les businessmen. Où est la science dans tout ça ? Surtout au vu du potentiel du Maroc, au vu de l'histoire scientifique du Maroc, j'espère qu'on sera amené à revenir. On va en parler. Et du coup, j'en parlais avec une amie que tu connais bien, que tu as reçue, je crois, Sophia Dahoun. Bien sûr. Qui est elle-même une grande passionnée de la science et de la deep tech. Si vous n'avez pas écouté son épisode, c'était un des premiers que j'ai fait avec Sophia Dahoun, qui est une ancienne partenaire d'un fonds focus en deep tech qui s'appelle Elaya et qui fait aussi beaucoup de choses pour le Maroc. Et qui est professeur à l'ENS et qui est vraiment une passionnée de l'innovation et de la deep tech. Donc prendre de la science et avoir de l'impact dans le vrai monde à travers la science. Et donc ensemble, on a décidé de créer une initiative du coup, qui est annoncée à Ben Grir le 8 mai, qui s'appelle Qarawiyyin et qui va regrouper tous les Marocains du monde, toute la diaspora et les Marocains du Maroc qui font de la science, qui font de la recherche et qui veulent entreprendre à travers ces domaines. Parce que nous, on a une conviction, c'est que le passé du Maroc est un passé scientifique. Le futur du Maroc sera à travers la science. Au Maroc, on n'a pas de pétrole, on n'a pas beaucoup de gaz, on n'a pas des ressources de malades. Par contre, on a des cerveaux et on a des gens surqualifiés. Et on pense que la future licorne marocaine, ça sera une deep tech. Et pourquoi est-ce que justement tu penses que malgré tout ce qui est fait à travers l'UM6P, à travers les volontés de mise en avant de la tech, on a mis de côté la science? Nous, on ne vient pas en opposition à tout ce qui est fait, c'est, je pense, en complément. Mais je pense que pour une bonne raison, c'est que la science, ça prend du temps. Et que c'est pas facile et intuitif d'avoir des résultats extrêmement rapidement. Et qu'il y a cette nouvelle mouvance qui est en train de regagner un second souffle un peu partout dans le monde, qui est la mouvance Deep Tech, où tu peux faire de la science qui a de l'impact dans le vrai monde assez rapidement. Tu prends les plus grosses boîtes qu'on utilise tous aujourd'hui, de Apple à Nvidia, qui est la boîte la plus valorisée au monde, c'est des deep tech, c'est des boîtes qui ont construit des assets technologiques extrêmement complexes, avec une très grande défensibilité, donc très très dur à reproduire, et qui aujourd'hui fait l'hégémonie, aujourd'hui des États-Unis, demain de la Chine. Et pour qu'on ait une place, une souveraineté dans ce monde-là, il faut qu'on ait aussi des assets technologiques. Et moi, je suis sûr que le Maroc... si on fait le Uber marocain ou le Doctolib marocain, ou voilà, on pourra peut-être créer une boîte sympa. Voilà. Mais par contre, si on veut créer une boîte à impact mondial, ça sera par une innovation scientifique marocaine, et ça, on en est persuadé. Et donc, raconte-nous, Qarawiyyin, c'est une plateforme. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui regroupe, qui réunit ces scientifiques qui sont un petit peu isolés partout dans le monde, qui a 5 chapters un peu partout dans le monde, donc au Maroc bien évidemment, en France, en Angleterre, aux États-Unis et à Singapour, pour le chapter asiatique, et qui va venir réunir les talents, les connecter. Donc c'est une plateforme d'échange où on va venir créer des opportunités entre ces talents, des opportunités académiques, mais surtout des opportunités entrepreneuriales. Concrètement ? Les gars, je travaille sur un super projet, je viens de finir ma thèse, mon postdoc. J'ai hyper envie de monter une boîte, mais je ne sais pas du tout comment faire, où je trouve mon cofondateur, c'est quoi le playbook, comment je lève le premier argent ou le non dilutif qui va me permettre de construire les premières briques technologiques.
Qarawin est cette plateforme qui va venir connecter, accompagner, coacher ces scientifiques dans un premier temps. Le deuxième pilier, c'est les promouvoir et mettre en avant et mettre la lumière sur ces gens-là. On parlait tout à l'heure des sportifs marocains, on parlait des businessmen, ça parle aux gens. Mais aujourd'hui, on a des Marocains qui font des choses incroyables dans le monde et dont on ne parle jamais. On fait une petite coupure, mais pour la bonne cause. Je voudrais vous parler d'Allogarant, mon sponsor, qui, sans eux, je n'aurais pas été dans ce super studio de podcast à vous partager des portraits d'entrepreneurs marocains. Allogarant, c'est le service que j'aurais adoré avoir en arrivant en France pour faire mes études, pour trouver un logement sans garant. Aujourd'hui, vous allez faire vos études, allez sur leur plateforme, inscrivez-vous sur le site, mettez vos critères de recherche, vous recevez des offres, votre dossier est prioritaire et ensuite c'est super simple, vous pouvez signer votre contrat de bail et accéder à un logement et faire des super études, Inch'Allah. Tu disais même en amont du podcast, quand on s'est parlé pour préparer le podcast, que la batterie lithium-ion était inventée par un Marocain, que la tractéotomie, la première tractéotomie a été faite par un Marocain. Donc, plusieurs très grands Marocains qui ont travaillé sur le sujet de la batterie ion-lithium. Donc c'est un sujet qui revient souvent dans la recherche marocaine. Mais oui, du coup, on s'est hyper renseigné sur l'histoire scientifique marocaine. Le nom Qarawin, la première université au monde, a été construite au 9e siècle au Maroc, à Fès, qui s'appelle Qarawin, par une femme, Fatima El-Fihri. Quelle fierté déjà. Quelle fierté, ouais. Les premières cartes de l'Afrique, de l'Eurasie, ont été faites au Maroc. Tu parlais de la trachéotomie, donc moi je m'intéresse beaucoup au domaine biologique. Donc il y a un grand médecin au XIe siècle qui s'appelle Ibn Zohr, qui a fait énormément de recherches et qui a fait la première trachéotomie. Donc trachéotomie, c'est quand on te met un tube dans la gorge. C'est une opération encore aujourd'hui très touchy. La première qui a été faite sur un être vivant au monde, c'était au Maroc, à Marrakech. Et ça a été hyper bien documenté dans un livre qui est assez connu dans le domaine médical. Et du coup, moi, je suis dans le domaine de la microbiologie, donc des bactéries. On va en parler. Et on va en parler, je pense. Et donc, ce monsieur est considéré comme l'inventeur, qui est le premier qui a découvert ou qui a fait les premiers papiers dans la microbiologie, parce qu'il parlait de la maladie de la gale et des impacts des acariens microscopiques sur la gale. Maghrebi. Je sais pas si tu te rends compte. Pour moi, l'histoire, elle est incroyable. Et je peux te citer encore. Je te parlais l'autre jour. Au MIT aussi. Exactement. Jinan Abounadi, qui fait partie de l'initiative, qui est la directrice de toute l'innovation du MIT, du MIT Sandbox. La dernière personne qui a découvert un groupe sanguin dans le monde, c'est Maghrebi, à Harvard Medical School, qui est aussi dans l'initiative, qui s'appelle Mahmoud Mirdar. Je lui passe le bonjour s'il nous écoute, qui est un des gars les plus brillants que j'ai rencontrés dans ma vie, dans le domaine de l'hématologie. Et t'en avais entendu parler, toi ? Jamais, mais j'ai l'impression que ces gens, en fait, ils sont dans leur labo et ils ne sont pas visibles. Exactement. Et donc, nous, on veut redonner leur lettre de noblesse et on veut montrer au monde qu'il y a des carrières qui sont extrêmement successful dans ce domaine et qui peuvent avoir un impact fou. Et ça vient à dernier objectif de Qarawin. On veut inspirer la nouvelle génération. Moi, quand j'étais au lycée, on me disait Ouldi, avocat, médecine, commerce, business. Déjà, on te donnait des belles ambitions. Ouais, je pense, tu sais, la mama marocaine, c'est les sujets qui reviennent assez souvent. Mais vraiment, la science, la recherche, faire une thèse, un PhD, c'est pas quelque chose qui est très poussé dans notre culture. Et je pense que si tu mets en avant les gens cool home dont je viens de te parler, tu peux montrer des exemples, des success stories où tu peux dire va faire ta thèse, va faire des études extrêmement techniques, ça va te donner un edge, un avantage compétitif que beaucoup de gens n'ont pas versus tous les gens qui vont faire du commerce ou tous les gens qui vont faire des études plus conventionnelles. Pourquoi ? Parce qu'on voit pas ce qu'il y a après. On voit pas les métiers je pense aujourd'hui, tu passes ton bac, on te dit une carrière dans la recherche académique, c'est tu as passé 30 ans dans un labo à chercher beaucoup, trouver pas grand-chose et enchaîner les post-docs, salaire catastrophique. Et on va pas se mentir, il y a une partie de l'académique qui malheureusement ressemble à ça en France, mais aussi partout dans le monde. Mais il y a d'autres voies.
Et il y a des gens qui font de la science et qui créent des trucs de malades, des boîtes qui impactent notre quotidien et le quotidien de milliards de personnes. Et donc, c'est vraiment cette voie-là qu'on veut montrer, qu'on veut inciter à travers Qarawin. Franchement, je suis hyper content parce que ce podcast aussi, c'est comment est-ce qu'on construit le Maroc de demain. On voit toutes les initiatives qui sont mises en place, mais je pense que ça, c'est une brique qui manquait. Donc, il y aura quoi ? Il y aura Je peux te donner un exemple qui va aller dans ton sens et je voulais vraiment en parler. Toi, t'es Vici, tu vas connaître, mais je trouve que c'est une histoire qu'il faut vraiment que les gens ils écoutent pour se rendre compte que c'est possible. C'est l'histoire d'Instadip. Ouais. Donc, Instadip, c'est un Tunisien qui s'appelle Karim Guer, qui est un gars que je respecte et que j'admire énormément, qui a grandi en Tunisie, qui allait faire ses études à l'international, en France et aux États-Unis, qui s'est créé son réseau. Et après, il est rentré en Tunisie. Il allait à Tataouine, donc petite ville tunisienne, voilà. Et il a trouvé une cofondatrice et ils ont monté une boîte dans l'intelligence artificielle depuis la Tunisie. Ils ont commencé à travailler. Ils ont trouvé un use case très spécifique qui est le use case de la découverte de nouveaux médicaments grâce à l'IA, qui aujourd'hui on en parle beaucoup, mais lui c'était vraiment la drug discovery avec AI. Et le gars avait une connaissance assez forte de l'écosystème international, je pense une tête bien faite. Il faisait quoi avant ? Il était ingénieur à Polytechnique, après il allait aux US et il travaillait chez JP Morgan, donc il venait un peu de ce milieu banque d'affaires, etc. Mais il était passionné par l'IA. Et il a monté cette boîte depuis la Tunisie, qui s'est bien évidemment développée, qui a commencé à signer des contrats avec certains des plus gros groupes au monde, qui a progressivement ouvert des bureaux, des groupes pharmaceutiques. Après, ils ont trouvé d'autres verticales dans tout ce qui est excellence opérationnelle, donc appliquer l'IA à d'autres choses. Mais vraiment, le cœur de la boîte, c'est le cerveau des Tunisiens qui arrive à faire des modèles d'IA, de réseaux de neurones hyper efficaces. Long story short, la boîte, il y a 2-3 ans, elle a été rachetée par un groupe allemand BioNTech, souvenez le vaccin Pfizer-BioNTech, pour 750 millions de dollars. Wow. Une boîte africaine, tunisienne, tbarkallah. Et en fait, c'est juste le gars, il a compris l'asset de ce qu'il pouvait construire, c'est qu'il est capable de réunir des gens extrêmement brillants, de comprendre un besoin qui est international et de répondre à ce besoin. Parce que les gens qui travaillaient chez lui, c'était majoritairement des Tunisiens ? Majoritairement des Tunisiens, basés en Tunisie, c'était leur plus gros bureau. La cofondatrice est basée en Tunisie, etc. Après, progressivement, ils sont hyper internationalisés, ce qui est nécessaire pour construire une grosse boîte à tout moment. Et tout ça pour te dire que moi, je mets ma main à couper que, Inch'Allah, la première licorne marocaine, elle sera sur ce modèle. Ça sera une licorne qui aura un marché international, parce que le marché marocain il est trop petit, il n'y a pas assez cette profondeur de marché pour arriver à 1 milliard de valorisation. Marché 100% international, mais avec des assets très forts marocains. Et l'asset le plus fort marocain qu'on a aujourd'hui, c'est la ressource. On a des gens brillants au Maroc. Vraiment, ça, je te mets au défi de trouver une personne qui dit le contraire. Non, mais il n'y a qu'à regarder aujourd'hui les concours d'entrée à Polytechnique ou dans les écoles d'ingénieurs. Quelle est la seconde nationalité la plus représentée ? Aide les gens. Pourquoi ils vont en conseil en strat ? Pourquoi ils vont faire de la banque d'affaires, etc. Et pourquoi ils vont pas faire de la science et créer des Je peux te répondre pragmatiquement. Parce que ces gens-là, ils ont envie de rester en France, ils ont envie d'avoir un passeport pour avoir une facilité administrative derrière, et que c'est beaucoup plus facile de rester sur le territoire français si tu as un métier. C'était beaucoup plus facile. C'est en train de changer. Il y a une nouvelle vague, il y a des nouvelles lois, il y a un nouveau dynamisme, il y a des nouveaux programmes entrepreneuriaux qui te permettent de dérisquer, qui te permettent, si tu as la tête bien faite et que tu as une bonne idée et que tu trouves les gens pour te backer, avec le mythe de l'entrepreneur qui passe 5 ans à galérer et tout, non, malheureusement, il existe encore, mais il y a un nouveau souffle où tu peux dérisquer, en fait, vu que le système en a besoin. Les gens sont prêts à te backer, les gens sont prêts à t'accompagner, les gens sont prêts à miser sur toi. On parle de quoi ? On parle du privé ? On parle des investisseurs ? Du privé, du public, du non dilutif. En France, ça commence à être très mature. Au Maroc, il y a les premiers gros programmes qui sont en train de mise en place. Lesquels ? À l'UM6P, il y a des initiatives où aujourd'hui, tu es en CDI, tu as peur, tu as des problèmes, enfin pas des problèmes, mais des engagements financiers, ce qui est totalement normal pour chaque personne, et c'est un des plus gros freins à l'entrepreneuriat. L'UM6P a des programmes où ils te payent pendant 1 an, equity free, donc sans prendre d'equity dans ta boîte, le temps que tu montes quelque chose.
C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment, je trouve. Et il y en aura de plus en plus. Et je sais que le ministère de la Transition numérique au Maroc, il travaille sur énormément de choses qui sont en train d'arriver progressivement. Donc, Zama, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de l'élan. Et il n'y a plus d'excuses pour ne pas se lancer dans ces voies-là, si c'est ce qu'on veut, parce que je ne veux pas l'obliger à tout le monde. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et sur le domaine de la formation, donc ces filières-là, il y a une énorme qualité de formation qui est en train de se développer au Maroc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les étudiants qui nous écoutent doivent fondamentalement penser aux pays européens ou à l'international pour aller se former, ou est-ce que tu penses qu'on peut encore se former au Maroc de manière très qualitative et monter par la suite des boîtes au Maroc pour faire rayonner le pays? Historiquement, la science. il n'y avait pas l'écosystème qu'il y a aujourd'hui au Maghreb, et donc on n'avait pas trop le choix à notre époque, il y a 10-15 ans, pour faire des études de qualité. Aujourd'hui, je vais même te raconter une petite anecdote. La semaine dernière, mon petit cousin qui est en première au terminal, il m'a appelé. Et il m'a dit, Amine, je sais que tu es proche de l'UM6P, etc. J'ai envie d'avoir des infos pour postuler. Waouh, alors qu'il y a 5-10 ans, tu t'es c'est parti en prépa. Ah non, vraiment, tu vois. Et je pense que l'UM6P, moi je passe pas mal de temps là-bas, à Ben Guerir, je visite les labos, je rencontre les professeurs. On est à un niveau de standing qualitatif de la formation académique qui est... next level, et dont les plus grands centres de recherche au monde n'ont pas envie. Et du coup, petite anecdote, la semaine dernière, il y a mon cousin qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Amine, je sais que tu es proche de l'UM6P, etc. Est-ce que je peux avoir des infos parce que j'ai envie de postuler ?» Et j'étais hyper heureux parce que c'est pas quelque chose qui arrivait il y a quelques années sur des filières scientifiques, ingénieurs, etc. Ouais, il y a 5 ans, il t'aurait appelé, il t'aurait dit, tu penses quoi de cette prépa? Exactement. Et donc, ouais, je pense que l'UM6P, moi, je passe beaucoup de temps à Ben Guerir sur place, j'ai visité plusieurs fois les labos, n'a rien à envier au niveau mondial à certains des plus gros centres de recherche. Les professeurs sont extrêmement qualitatifs. C'est aussi des professeurs qui viennent de partout dans le monde. Ah non, ouais, c'est impressionnant, des États-Unis, du MIT. Enfin, vraiment, ils ont réussi à catalyser un engouement académique autour de ce qu'ils font. Et l'UM6P mène là-dedans. Il y a de plus en plus d'initiatives. Il y en a où on est historiquement forte, comme la médecine, où on a des très très bonnes études de médecine publique au Maroc. Donc, est-ce que c'est la seule alternative et qu'il faut obliger tout le monde? Non, parce qu'il y a quand même un enrichissement culturel incroyable à aller à l'étranger, à voir ce qui se fait de mieux aux États-Unis, en Europe, etc. Mais par contre, aujourd'hui, il y a une vraie alternative marocaine qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Qarawiyyin, dans 5 ans, si c'est réussi, qu'est-ce que c'est? C'est la question à 1 million. Aujourd'hui, c'est une organisation non lucrative. Qui prend quelle forme? C'est une asso? C'est une asso qui permet de réunir les gens cool home et de créer cet engouement. Et après, on veut bien évidemment la faire évoluer en fonction de ce qu'on arrive à insuffler. Et il y a des choses évidentes. Est-ce qu'un jour, ça passera par un venture studio? Est-ce qu'un jour, ça sera un fonds de capital risque qui va porter cette dernière brique de financement? Allez, Amine, un jour, on va investir ensemble. on a failli le faire, On a failli le faire il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être possibles. Mais nous, on veut être ce catalyseur. Aussi, c'est bien de ne pas avoir d'intérêt. Tu vois, ça m'a juste aidé l'écosystème aujourd'hui. Je trouve ça vraiment bien. Donc, et moi, mon but, Binatna, c'est que voilà, nous, on met cette petite initiative, c'est un premier Binatna coup de pouce. Et tous ceux qui nous entendent. Binatna, et le Tomorrow. Moi, je veux mettre cette petite pichenette qui est nécessaire pour le 0 to 1. Et après, si ça prend et que ça devient un truc dont je n'ai plus trop d'impact, ça sera super. Et moi, ce que je trouve intéressant surtout, c'est qu'il y a une dimension connecter la diaspora marocaine aussi au Maroc, parce que j'y repense, Sophia Dahoun, avec qui tu montes ça, moi je la connais depuis maintenant près de 4 ans. Elle a été en fait à l'initiative, j'en ai déjà parlé pendant plusieurs de mes podcasts. Elle m'a contacté il y a quelques années pour me dire, voilà, moi je vois beaucoup de Marocains passer, notamment des fondateurs marocains en deep tech, et en fait ces gens ne se connaissent pas. Donc on a monté des événements qui s'appellent Moroccans in Tech, et on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un écosystème marocain qui se connaît parce qu'il y a une vingtaine de personnes qui se voient de temps en temps. Il y a des gens qui se voient à Paris, mais il n'y a pas vraiment de lien entre le Maroc et le reste du monde. Donc je trouve aussi ça hyper intéressant de connecter les deux. Contrairement au Liban, par exemple, où ils ont un très très gros écosystème mondial et qui est très connecté.
Moi, un jour, je me suis retrouvé dans les bureaux de MIT, dans le truc qui s'appelle LabNet, qui est le réseau de la tech libanais. Et Saraha, ils sont trop forts. Genre, ils sont hyper connectés. Ils aident beaucoup le pays, surtout au vu des instabilités que le pays a connues ces dernières années. Et ils ont vraiment cette mentalité de give back. Et je trouve que là, on est dans une ère où c'est en train de venir à fond au Maroc. Je parlais tout à l'heure de Jinan Abounaji. Je lui ai parlé il y a quelques jours. La directrice du MIT Sandbox. Et en fait, elle m'a dit, tu sais, elle a fait sa vie aux États-Unis. Elle a un rayonnement local, si tu vas à Cambridge ou à Boston, qui est juste incroyable. Et donc, bien évidemment, ça l'a un peu éloignée un petit peu du Maroc. Mais elle sent au fond d'elle... On a tous ça. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. L'envie de give back, de redonner, de trucs. Et en fait, on est tous en train de le sentir. Et je pense qu'on peut créer vraiment ces liens où on a tous intérêt à venir construire le Maroc de demain. Et venir connecter les Marocains de la diaspora, les Marocains du Maroc. En vrai, ça peut plus rien dire parce que les Marocains du Maroc, ciao Mara, ils voyagent. Les Marocains de la diaspora, un jour, ils vont rentrer, après, ils vont repartir, etc. Et créer cette énorme communauté. Ouais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est vraiment de lier les deux. Et toi, pareil, on va parler maintenant de Sport Bio, qui est, franchement, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel VC sur Paris la boîte FOMO qu'elle aurait adoré faire. Donc, en tout cas, bravo. J'ai pas envie qu'on félicite les levées de fonds parce que pour moi, une levée de fonds, c'est simplement de l'argent qui va te permettre de réaliser tes objectifs. Donc, une levée de fonds qui est annoncée de plus de 20 millions d'euros, 23, c'est OK, c'est cool de mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense même qu'aujourd'hui, t'es pour la première fois sur un podcast depuis que tu as annoncé cette levée de fonds. Donc, j'ai de la chance par rapport à TechCrunch de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous redire un peu ce qui t'a donné envie de monter Sport Bio ? Je discutais encore avec un ami à toi il y a 2 semaines qui me disait mais je comprenais pas, Amine, on le voyait, il prenait la voiture, il allait en Picardie quand il était chez Nestlé, on lui disait mais mec, qu'est-ce que tu fais ? T'es resté 5 ans là-bas, bon, t'as enfin monté ta boîte, mais raconte-nous un peu l'histoire. Ouais. Par où commencer ? Alors, on va peut-être parler du point levée de fonds. Je suis 100% aligné avec toi. C'est un outil pour réaliser un plan. Et dans mon domaine, elles sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative à aller bootstrapper. Donc, c'est-à-dire, ma boîte n'est pas rentable. Elle ne le sera peut-être jamais. C'est un modèle économique qui est complètement différent. Tu vas pas aller t'autofinancer sur tes revenus parce que... Et since day one, premier jour, tu as besoin de quelques millions pour construire ton premier prototype parce que c'est du hardware, parce que c'est de la technologie très poussée, etc. Et c'est un modèle qui existe depuis des années dans la Silicon Valley, à l'époque des semi-conducteurs, etc. Et qui commence à un peu se globaliser. Mais, Silicon, pour ceux qui nous écoutent, dans Silicon Valley, c'est les chips qui sont faits en silicone. Exactement. Donc voilà, et après, oui, la levée de fonds et le moment d'annonce, c'est un moment qui vient cristalliser beaucoup d'efforts et d'énergie et de traction commerciale et de résultats technologiques et de constitution d'équipe, etc. Mais en soi, on est d'accord, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez pas, ce qui est derrière, et c'est tout le travail acharné que mon équipe fait vraiment jour et nuit pour construire un asset technologique de classe mondiale avec des roadblocks qui sont hyper difficile et qu'on se bat tous les jours à travers ça. Et oui, ce moment de l'annonce de la levée de fonds, c'est le moment... Allez, on va respirer un peu, on va se redonner le courage et l'énergie nécessaires pour après repartir au labo et au vent. Donc je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent. C'est beau de voir telle boîte a levé tant de millions d'euros, etc. Et moi-même, je suis le premier à faire ça sur LinkedIn pour mettre en avant les Marocains, mais ce n'est qu'un moyen pour un objectif. Totalement, ça n'est pas une fin en soi. Totalement d'accord. Peut-être pour rappeler aux gens ce que fait Sport Bio, du coup. Du coup, Sport Bio, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas encore deviné, une boîte scientifique. Surprise. Et du coup, on est une entreprise de recherche et de développement dans le domaine de la microbiologie industrielle. Et on travaille depuis 2 ans à la constitution d'une nouvelle technologie qui est basée sur de la photonique, donc de la lumière et de l'intelligence artificielle, et qui permet de résoudre un problème qui est un très très gros problème dans l'industrie depuis 200 ans, qui est la détection de micro-organismes. L'industrie agroalimentaire. Agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
Et nous, on a développé une technologie qui permet de résoudre ce problème en quelques minutes versus quelques jours, avec des niveaux de fiabilité très efficaces. Et donc, il y a un gros intérêt de la part de l'industrie pour utiliser cette technologie pour éviter tous les scandales que tu connais au quotidien de tel produit est contaminé avec telle bactérie, etc. Tu dis qu'il y a un gros intérêt de l'industrie, mais au départ, les gens vous disaient que vous étiez fou, que vous y arriverez jamais. Ah oui, bah ça... Parce que là, tu le dis comme si c'était évident. Quand j'ai rencontré Maxime et j'ai commencé à travailler sur ça, Maxime mon associé, qui suis-je pour aller inventer cette technologie? Et quand lui me disait attends, mais il y a un truc à faire, etc. Moi, juste dans ma tête, c'était pas possible. J'avais toujours utilisé la technologie traditionnelle, la boîte de pétri, ça y est, elle est là, elle sera là encore dans 200 ans, et voilà. Qui suis-je pour repenser et recréer la boîte de pétri de l'époque de Louis Pasteur, etc. Et en fait, c'est ça la deep tech. Tout le monde te dit c'est pas possible, comme les gros projets que tu connais, les premières missions Apollo, le projet Manhattan, Oppenheimer. C'est des trucs où, aujourd'hui, on se dit ok, c'est possible. SpaceX qui envoie des centaines de fusées. Mais combien de fusées ils ont craché et tout. Et au début, tout le monde disait vous êtes des guignols, vous n'allez pas y arriver. Tu vois. Et donc nous, on a eu la même chose dans notre domaine, avec des gens, ce qu'on appelle des key opinion leaders, donc des gens très sachants dans notre domaine. Et tu fais un call parce que tu as envie de leur parler, tu arrives tout excité, tout content et tout, et ils viennent te démolir en te disant c'est pas possible, il y aura tel problème, on a essayé ça et ça n'a pas marché, etc. Et en fait, tu commences à comprendre, tu prends du feedback, tu revois ta copie pour vraiment comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'en fait, c'est pas qu'un problème technologique, c'est un problème marché, c'est un problème de viabilité économique, c'est un problème de change management, parce que des fois... Tu vois, tu as des technologies qui mettent vraiment du temps, qui sont trop complexes à mettre en œuvre, etc. Et après, tu prends toute cette matrice et tu essayes de trouver la meilleure solution qui va craquer le problème. Et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans comme des fous, quoi. Et comment ça a avancé? Donc, entre le premier jour et aujourd'hui, c'est quoi les avancées que vous avez atteints? Ouais, donc premier jour, 2 mecs avec une Entrepreneur First à Station F qui ont une idée complètement folle. Et aujourd'hui, on est plus de 30 personnes. On a construit la première on va dire brique technologique qu'on a éprouvée, sur laquelle on a validé des performances par rapport à la méthode traditionnelle, qui était le gros milestone. On disait ok, ça marche, on peut commencer à déployer. On a prototypé cette technologie, c'est-à-dire on l'a foutu dans une machine que tu peux envoyer dans une usine, et on a commencé à délivrer. On a signé nos premiers gros contrats commerciaux avec certains des plus gros groupes de l'agro, de la pharma, de la cosméto. Et là, il n'y a plus qu'à délivrer. Okay. Et ça se passe comment? Donc, tu rentres un peu par un POC ou quelque chose comme Exactement. Ça. Et ensuite, tu mets à l'échelle? Exactement. Tu rentres par un POC parce que c'est quand même un sujet sanitaire, critique. Tu ne peux pas juste tu switches la boîte de pétri à notre techno. Il faut que l'industriel il valide beaucoup de données pour montrer aux régulateurs, aux agences sanitaires que la technologie qu'il utilise, elle est aussi fiable que les méthodes traditionnelles. C'est ce qu'on appelle une étude de non-infériorité de la méthode. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait ensemble, on construit les modèles, il y a des fois ça marche pas, il faut le refaire, etc. Et une fois que c'est OK, ça se passe chez nous au labo. Et une fois que ça c'est OK, Greenlight, on peut déployer, commencer à utiliser notre technologie. Et après, on le fait sur une usine. Et en fait, on travaille avec des groupes qui ont pas une usine, pas 2 usines, mais qui ont des dizaines d'usines et qui nous déploient progressivement dans ces usines. En fait, le potentiel de marché est juste énormissime. Dans le monde, j'ai checké, on est à 700 000 usines adressables avec notre technologie. Et là, on est encore au tout début. Donc moi, mon but, et ce pourquoi je travaille à fond, c'est qu'un jour, ça devienne le gold standard et que c'est comme moi, à l'époque, quand je suis rentré chez Nestlé, la boîte de pétri, c'était la norme, que notre technologie, un jour, devienne la norme. Justement, peut-être pour revenir un peu sur le parcours, pourquoi est-ce que tu vas passer autant d'années chez Nestlé à te retrouver dans des usines en Picardie? C'est une bonne question, Tiana, je sais pas. Qu'est-ce que tu disais sur la voiture? Ça m'a fait plaisir que tu me dises ça. Je sais pas qui t'a dit de mes amis, mais... tu crois que je me suis pas renseigné avant de faire ce podcast? À cette époque, je me sentais incompris. Vraiment, mais je me retrouvais à des soirées à Paris et les gens me disaient tu vis où? Zama, tu vis je suis dans le 15e ou dans le 16e? Je vis à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et vraiment les gens ils comprenaient pas, tu vois. Et en fait, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu sors d'école,
il faut le beau nom shiny sur ton CV, il faut un bon salaire, il faut... Et du coup, pourquoi j'ai passé 5 ans je pense qu'il y avait 2 choses. Un, j'avais envie d'avoir une expertise vraiment, je me sente légitime sur un domaine avant de pouvoir me lancer, ce qui a mis beaucoup de temps à arriver, parce que c'est pas des sujets simples, c'est des sujets vraiment complexes, industriels, où tu peux pas faire une étude de marché, la lire et comprendre. Il faut vraiment passer du temps sur le shop floor, sur le terrain, etc., pour comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants. Et 2, j'avais pas d'idée. C'est-à-dire que si j'avais... c'est un vrai sujet, ça. Tu peux pas te lancer si t'as pas d'idée. J'avais un Word que j'ai depuis et que j'ai encore là. Je l'ai rouvert récemment, j'avais honte. De toutes les idées, parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de me lancer. Et à chaque fois j'écrivais des idées, je commençais à les creuser, tu vois. C'était les idées les plus claquées au sol que tu peux imaginer. Comme quoi. Vaut mieux pas le dire. Ouais, vraiment. Non, mais c'est des idées bateaux, aussi que... tu sais, que les idées, faire une marketplace de tel type de produit... alors que j'étais pas du tout la bonne personne pour monter ça. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est que en 2022 où Safi, j'avais fait un événement, Choose France. J'avais rencontré certains des plus gros entrepreneurs dans le monde, dont les gros de licorne, genre Lydia, Blablacar, etc. Et je leur parlais, j'avais rencontré le gars d'Alan, il m'avait impressionné. Et je me suis dit, putain, j'ai envie de... Les gars, ils construisent un truc qui change nos vies au quotidien. Qu'est-ce que je fous chez Nestlé? Et je me souviens, je suis sorti de l'événement, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi, j'ai pas dit un mot, j'étais avec mon père dans la voiture. Et le lendemain, je suis allé, j'ai posé ma lettre de démission chez Nestlé. Et je me suis dit, je sais pas sur quoi je vais me lancer, mais je vais me lancer. T'as quitté comme ça? J'ai quitté comme ça Nestlé. Ils m'ont accepté une rupture conventionnelle qu'ils m'ont refusée quelques jours après. Donc j'avais aucun filet de sécurité. C'était j'ai un runway perso de 6 mois. Et si ça le fait pas... 6 mois de filet de sécurité. Ouais, exactement. Et si ça le fait pas, voilà. Et donc là, j'étais pris entrepreneur first. Alhamdoulilah, ça s'est super bien donc passé. attends, juste pour savoir, parce que là, tu me racontes une histoire qui peut aussi parler pour beaucoup de gens. Bien sûr. C'est l'histoire de, en fait... quitter sa boîte pour se lancer. Généralement, les gens se disent aussi peut-être que je vais attendre d'avoir l'idée pour ensuite me lancer. Toi, tu l'as fait sans savoir. Mm-hmm. À partir de quel moment, après avoir quitté ta boîte, tu te lances d'entrepreneur first? Comment t'en entends parler? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que t'es flippé? Parce que tu sais pas ce que tu vas faire. Je suis flippé. Je suis vraiment flippé. Moi, il y avait ce gros sujet, donc juste pour que les gens y comprennent, quand tu quittes ta boîte, tu as une rupture conventionnelle que tu peux demander, qui te donne accès au chômage, et c'est comme ça que 90% des entrepreneurs en France, ils sont financés, parce que pendant 2 ans, tu as 70 ou 80% de ton salaire. C'est dégressif, sur 12 mois, tu as, je crois, 70%, et ensuite ça descend à 50%. Et ça fait une rentrée d'argent qui te permet de commencer à travailler sur notre boîte et tout. Moi, j'en avais parlé avec Nestlé, il m'avait dit OK, et quelques jours plus tard, il m'avait demandé des conditions qui n'étaient pas OK. Et donc, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et je me souviens, c'était genre critique. C'était vraiment la crise chez moi. Ça veut dire que mes plans sont compromis, etc. Et en fait, je suis parti d'un postulat. Alors moi, je suis très con et fonceur, tu vois. Je me suis dit, d'abord, si j'ai de la rupture conventionnelle, ça veut dire que pendant 2 ans, gars, je fais rien, c'est pas grave, j'ai ce filet de sécurité. Alors que si je l'ai pas, j'ai 6 mois pour make it work. Et me démerder pour quelque chose. Et moi, j'ai encore plus te défoncer. Exactement. Et Saraha, les 6 premiers mois, enfin les 4 mois avant que je me verse mon premier salaire, j'avais le feu de... C'est même pas un feu financier, c'est un feu de... Parce que binatna, je pouvais rentrer au Maroc, c'était le plan B que j'avais, tout. C'est un feu de... Je me suis fixé à le challenge, je vais me défoncer, I'm gonna make it work. Tu vois. Et ça m'a permis d'itérer hyper rapidement, ça m'a permis de décupler ma productivité, ça m'a permis d'être hyper efficace. Et c'est quelque chose qui est dur à conseiller parce qu'on n'a pas tous le même rapport au risque. Tu vois, je vais pas dire à quelqu'un fais ça, et là, 6 mois plus tard, ils se retrouvent des problèmes financiers, des trucs, etc. Mais si tu te sens de l'appétence au risque pour le faire, fais-le parce que sincèrement, ça crée des miracles. Niveau... Parce que tu as beaucoup plus d'exigences envers toi-même, parce que si ça marche pas et que tu fais rien, tu es dans la merde en fait. Ah ouais, ben... Bon, et après, maintenant, moi j'avais 28 ans à l'époque, j'étais pas
marié, j'ai pas des enfants à charge, pas de crédit qui me... Tu vois. Donc, j'ai été aussi dans une situation, et ça aussi, c'est la réalité quand je vois autour de moi. Plus t'es jeune, moins t'as de choses qui te lient. Plus t'es... En fait, moins t'as de barrières. Et donc, les gens et il y en a beaucoup, malheureusement, qui disent l'année prochaine, l'année prochaine, je me lance. En fait, souvent, tu vas passer toute ta vie à pas te lancer parce que plus tu attends, moins tu as de raisons pour vraiment entreprendre. Waouh. Et ensuite, waouh. Là, je pense que c'est... En fait, c'est un bon message parce que tu peux toujours procrastiner et te dire que demain, tu seras dans de meilleures conditions. Alors que si tu n'as pas de risque derrière... Si tu sens avec le feu en toi, j'aime mon taf ou pas, mais je sens que je peux apporter plus. Et je sens que j'ai envie d'entreprendre, je sens que j'ai envie de vivre l'aventure qui s'arraha est très compliquée et dure, où tu te prends des baffes, mais est tellement gratifiante. Bah moi, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Et je me suis même posé la question, je me suis dit, est-ce que maintenant, avec le recul que j'ai, est-ce que j'aurais dû attendre le temps cool avant de lancer ma boîte? Je pense que j'aurais dû la lancer plus tôt. Si tout était à refaire. Il ne faut pas refaire l'histoire. Peut-être que Sport Bio ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Mais aujourd'hui, je vois la nouvelle génération. Les gars, ils sortent d'école. En ce moment, je ne sais pas si tu vois, il y a la grande... il y a des boîtes un peu partout dans le monde, comme Cursor, comme Lovable, qui sont des boîtes qui, en quelques mois, atteignent 100 millions d'ARR, donc annuels de revenus récurrents, ce qui est énorme. En 3 mois, c'est des braches de 23 ans qui n'ont jamais travaillé, qui savent d'une industrie expertise, je sais pas quoi, et les mecs juste ils délivrent. Après, pour moi, il y a 2 choses. Toi, tu fais partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui a 4-5 ans d'expérience industrielle derrière toi, qui monte un projet deep tech, qui est bien entouré, etc. Donc tu peux aussi te dire, je vais lever des fonds, et ça peut le faire. Prenons le cas de quelqu'un qui n'a pas particulièrement envie de monter une boîte tech, mais qui veut monter une PME beaucoup plus traditionnelle, ou un solo business, ou je ne sais pas, mais qui n'a pas particulièrement du coup d'enjeu de levée de fonds. Comment est-ce qu'il fait pour s'autofinancer s'il n'a pas des revenus financiers issus de sa famille, de ses filets de sécurité? C'est très différent. Toi, tu pouvais te dire at some point, je vais monter quelque chose, mais je vais réussir potentiellement à me faire financer parce que le produit peut avoir un impact global. Vu sous cet angle-là, mais d'un autre côté, moi, il y a beaucoup plus de risques sur mon BP, sur la réalisation de ce que je vais faire, versus quelqu'un qui monte une boîte PME plus traditionnelle ou industrielle, sur laquelle il peut avoir beaucoup plus de visibilité, moins de risques, et donc convaincre peut-être plus facilement des organismes plus traditionnels de financement, comme des banques, de la structuration de dette, etc., pour être capable de monter son business. Donc, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade, et même au Maroc, je ne sais pas si tu suis tout ce qui se passe avec le fonds Mohamed VI. Ça m'arrive. Je rigole, je fais que ça. Il y a tellement d'initiatives pour financer ce dont on est en train de parler d'abord, et pour qu'il n'y ait plus l'excuse de « Ah non, mais tu sais, etc. » Mais moi, récemment, j'ai une amie qui m'a dit j'adorerais monter une boîte, un studio de pilates. Donc vraiment, ça se respecte. C'est pas tech, voilà. Elle me disait mais j'ai pas envie de mettre toutes mes économies dedans et voilà. Et en fait, je pense que c'est pas vrai. Moi, dans tout Sport Bio, j'ai mis 1 000 €. C'est tout ce que j'ai mis de ma poche depuis le début dans Sport Bio. Et c'est du VC, c'est peut-être autre chose, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu as un projet qui est vraiment solide, sur lequel tu as bien pensé les choses, où tu es la bonne personne pour le faire, qu'il soit tech ou pas tech, je pense que tu peux réussir à convaincre les bonnes personnes pour te backer, quel que soit le dispositif, que ce soit equity, pas equity, dette, non dilutif sur des grants, il y a de plus en plus de choses, etc. Il y a tellement de façons de se faire financer. Exactement. Et donc, il n'y a plus avec le truc de je dois mettre toutes les économies de 10 ans de travail dans une boîte, qui était peut-être le cas il y a quelques années quand il n'y avait pas un écosystème qui est aussi mature que le nôtre d'abord, pour se lancer. Ouais, il y a la question de combien tu mets de ta poche, mais il y a aussi la question de est-ce que mon business peut être viable? Est-ce que j'ai un business model qui peut me faire rentrer assez d'argent pour... Si tu continues à réfléchir comme un VC sur chaque élément, mais bien évidemment qu'il y a 20 milliards d'inconnus qu'on ne sait pas. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Je sais plus qui. Oui, c'est Reid Hoffman qui dit l'entrepreneuriat. C'est le fondateur de LinkedIn. C'est sauter d'une falaise et construire l'avion pendant que tu tombes.
si t'es pas câblé pour faire un truc comme ça, et si, oui, il y a donc les questions qui vont arriver dans 6 mois, dans un an, de la viabilité, du business model et la... Et on est matrixé. Allez, lance-toi, tes tests, fais des choses. Il faut avoir un peu le mindset, c'est-à-dire qu'il y a le khibra kulha, il y a la théorie, il y a le truc de ce qu'on dit, et il y a la réalité de action creates information. Lance-toi, parle à des clients, déploie, vois comment ça fonctionne, teste à petite échelle, pas avec beaucoup de financement, avec un produit pas ouf, etc. Et apprends. Et un jour, si tu fais bien et tu étudies bien la chose, tu arriveras à créer le bon produit, le bon besoin. Toi, tu l'as su quand que tu voulais entreprendre? Ah, mais 2 ans et demi. 2 ans et demi. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ouais, c'est transmis. Ah ouais, c'est là. Comment c'est transmis d'un point de vue familial? C'est subliminal? Déjà, non, il y a l'histoire, la tradition. J'ai grandi avec mon grand-père Lahmo, qui nous racontait les histoires de quand il a quitté Agartodad à côté de Tafraout, qu'il est venu à Casa et qui dormait pendant des jours dans son mahal d'épicerie sur ses sacs de sucre. Parce qu'il ne pouvait pas afford une maison et un local commercial. Donc toutes ces histoires qui te bercent et tu as des étoiles dans les yeux. Mon père qui a monté quelque chose de super, et où moi, depuis que je suis petit, j'ai passé tous mes étés, tous mes potes à Ramadan, c'était aller le nord, le truc. Anna, j'étais à l'usine, dans le magasin, dans le truc, à travailler, à comprendre. En vrai, j'adorais. Genre, c'est vraiment là où j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà. Et du coup, depuis que je suis petit, on me dit, tu veux faire quoi? Entrepreneur. Je sais même pas ce que ça veut dire, entrepreneur. Et en fait, plus tu avances, plus tu vois des choses qui sont incroyables dans le métier de l'entrepreneuriat, mais aussi très diverses, et tu vas aller choisir une voie qui te plaît. Et au final, ce que je fais aujourd'hui, de la deep tech dans un domaine d'innovation, c'est quand même très éloigné de ce que je connaissais avant, mais je m'éclate dedans, et peut-être qu'un jour je reviendrai sur des trucs un peu plus traditionnels. Mais voilà, ce métier d'entrepreneur, c'est t'as rien, t'as zéro tête, tabla, il y a rien, et après tu dois construire quelque chose. Et ça, j'adore. Ouais. Et pourquoi tu choisis ce problème en particulier? Parce qu'on l'a dit, tu avais une feuille avec 1000 problèmes différents, les uns plus intéressants que les autres, mais pourquoi celui-ci? En fait, toutes les idées que j'avais creusées, la question c'était est-ce qu'il y avait un problème ou est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Et tu sais que le problème des startups, c'est qu'il y a beaucoup trop de startups qui j'ai une super idée, je vais faire ça, mais en fait, il n'y a pas de problème derrière, et pas de problème veut dire pas de gens qui sont prêts à payer. Et du coup, quand j'ai quitté Nestlé, je me suis dit c'est quoi les vrais problèmes que j'ai vus qui sont des vrais gros problèmes, voilà. Et en fait, du coup, j'ai quitté Nestlé en 2022. Et 2022, c'était une année un peu noire pour l'agroalimentaire sur les sujets de contamination microbiologique, donc de contamination de bactéries, où tu avais Lactalis, tu avais Ferrero avec les Kinder, et tu avais Nestlé, qui avait été au cœur d'énormes scandales sanitaires. C'était l'année record de rappel. J'ai vécu un rappel en interne. Un rappel, ça coûte 10 millions de dollars par rappel à une entreprise. Wow, tu te rends compte j'ai vu les headlines, je te les ai envoyés récemment aussi. C'est énorme, ouais. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais le résoudre, mais ça, c'est un problème que vraiment, je veux tomber amoureux de ce problème et le résoudre. Et du coup... Fall in love with the problem. Fall in love with the problem. Et en fait, les premières idées que j'avais, c'était un SaaS. C'était donc un logiciel, un software qui pouvait mieux gérer la data et prendre des meilleures décisions. Software as a service, ouais. Et en fait... et ce SaaS, il faisait quoi? Il permettait d'agréger toute la donnée qualité que tu as dans une usine pour prendre des meilleures décisions sur est-ce que je libère ou est-ce que je libère pas mon lot, et donc pour éviter potentiellement le risque de recall, donc de rappel, parce que la donnée, elle est très éparse. J'aurais lancé ce SaaS, je pense qu'il aurait pu bien marcher, mais petit projet, bootstrap, voilà. Et en fait, je rejoins Entrepreneur First pour rencontrer un cofondateur technique. Et le premier gars que je rencontre, c'est un chercheur en microbiologie de l'Institut Pasteur. Et je lui parle de mes problèmes. Il me dit, mais attends, mais comment vous détectez ces bactéries? Les boîtes de pétri? Attends, vous utilisez encore les boîtes de pétri? Ça a été inventé en 1887? Je lui dis, bah ouais. Et c'est utilisé dans plus de 95% des usines dans le monde. Et en fait, il y a plein d'autres technos, mais il n'y a aucune techno qui a réussi à remplacer la boîte de pétri. Et là, on rentre... dans une discussion qui n'a jamais fini et qui est encore et de pourquoi, comment, est-ce que c'est la perf, est-ce que c'est le coût, est-ce que voilà. Et en fait on a fait tout un état de l'art de ça. Il m'a dit Amine, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et c'est comme ça que je suis tombé dans ce problème là. Wow. Et je te dirais, c'est pas tant le problème, je pense pas que je suis né
je savais que j'allais faire de la microbiologie et des bactéries. C'est savoir qu'il y a un énorme problème sur un énorme marché sur lequel il n'y a pas eu de grosses disruptions sur les 20-30 dernières années et te dire il y a un énorme Là, on quoi à parle faire. même de 200 ans. Il y a eu la PCR il y a une quarantaine d'années qui, je pense, a été une première disruption, mais qui, nous, on a des ambitions encore plus hautes que ça. Et du coup, tu dis, il y a vraiment un énorme coup à jouer. Et c'est plus ça qui me passionne et qui me stimule au quotidien. Est-ce que tu penses que le Amine qui va à Harvard à 16 ans serait fier de toi? Comment tu sais ça? Wow. Oui. Oui. Et je me souviens, j'y suis allé l'année où The Social Network, le film était sorti. Et 2010. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, j'y étais vraiment à ce moment-là. Et waouh, l'entrepreneuriat américain, tu vois, genre États-Unis. Ah, vraiment. Et ouais, je pense que aujourd'hui, moi, c'est day one. Hein, il y a tout à construire et on a des ambitions énormes. Mais oui, je pense qu'il serait fier. Moi aussi, Amine, je t'ai connu à travers les événements Moroccan in Tech et je me rappelle très bien d'avoir rencontré ton cofondateur, ton late co-founder qui s'appelle Mohamed Tiazine et qui était très connu de la scène entrepreneuriale en France aussi parce que pour ceux qui font un peu de sport à Paris ou en France, il a inventé une petite boîte qui s'appelle Gymlib qui a un énorme succès, qui s'est fait racheter par une grosse boîte allemande qui s'appelle eGym, je pense. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, Gymlib vient de devenir eGym, où elle passe. Exactement. Donc, vous êtes 2 Marocains sur cette boîte. Et chose hyper intéressante, c'est que vous levez avec des fonds internationaux, dont là, récemment Singular, mais aussi le Family Office de la famille Peugeot, qui est aussi géré par une Marocaine qui s'appelle Sofia Kchiri. Mais aussi, vous levez avec un fonds marocain qui s'appelle MTech. Donc, pas mal de marocanité dans tout ça. Exactement. Et marocanité assumée et dont on est très fier. Alors, Mohamed, je l'ai rencontré. Tu sais, quand tu mets Working on Something New sur ton LinkedIn, il y a plein de gens qui t'envoient des messages. Et il y a un mec qui m'envoie un message. Il me dit Salut Amine, j'ai monté Gymlib, etc. Je serais curieux de voir ce sur quoi tu travailles. Et je lui réponds Bonjour Mohamed, nous ne sommes pas intéressés pour le moment parce que en fait, j'avais pas grand chose à montrer. Je me suis dit, je vais me cramer et tout. Et le gars, il insiste. Il insiste quoi? Il te redit non, je veux absolument tu sais, te parler. Même si c'est tôt, c'est bien qu'on parle et tout. Cette technique de business angel et de VC. Et de sales. Et de sales en général. Et un jour, on se dit, on commence à se sentir un peu prêt, mais hors de question de parler à des VC, c'est trop tôt. Vas-y, on va juste tenter avec un business angel. Et il y avait ce gars que je trouvais... Lui, il mettait business angel sur LinkedIn. Ouais, il était business angel, il investissait pas mal. Et en fait, on le rencontre une fois, 2 fois. Il commence à vraiment se hyper sur le projet. Un jour, il demande à parler à Maxime et à signer un NDA et faire une due deal technique, mais... Un disclosure agreement, donc... un accord de confidentialité. Et il demande à creuser la partie technique, mais avec level hyper poussé. Et je me suis dit, c'est genre, pourquoi il rentre dans ces niveaux de détail? Et voilà, et un jour, on est en réunion avec Maxime. Mais déjà, c'est fort, je te coupe, mais déjà, c'est fort de pouvoir rentrer dans ce niveau de détail, sachant que lui, je pense en plus, il a beaucoup plus un profil financier. Il a un profil financier, mais très drôle. Il a fait une maîtrise de physique avant. Et le sujet optique et physique qu'on explore, qui n'était pas du tout l'expertise de Maxime, qui vient plus de la bio, lui, il le connaissait assez bien. Wow. Et donc, en fait, lui, il a pris cet angle-là pour vraiment... Se dit, il était fondateur de Gymlib. Ah oui, rien à voir, vraiment. Mais ouais, il a même... J'ai appris l'autre jour, il a publié des papiers scientifiques. Moi-même, il ne me l'avait jamais dit. Et ouais. Et du coup, il avait cette appétence qu'on sentait à vraiment rentrer dans le technique, ce qui pour moi est hyper important quand tu gères une boîte scientifique. Il y a du sales, il y a de la finance et tout, mais à un moment, tu parles à des clients, c'est technique, donc voilà. Et voilà, et en fait, un jour, ils nous envoient un mail comme ça.
Il nous dit, les gars, j'ai envie d'investir, mais au-delà de mon argent, j'ai envie d'investir mon temps. Et en fait, le gars, il venait de vendre sa boîte et il avait dit à sa femme, ouais, je vais faire 1 an, 2 ans, repos, un peu d'investissement, profiter et tout. Et en fait, ça faisait 2 mois. Et il nous rencontre. Et quand t'as la flamme. Ah non, ça y est, elle a été piquée. Et voilà, et on a beaucoup discuté, hésité, réfléchi. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est une autre chose? On était flattés, bien évidemment, parce que c'est un entrepreneur incroyable et hyper successful. Tabarakallah. Mais c'est juste, on le connaissait pas. Quel va être son rôle exactement? Donc bref, plein de questions. Faut qu'il ait réussi à se plugger comme ça. Ouais. Plein de questions existentielles et philosophiques. Jusqu'au jour où on se serre la main et on se dit let's go. Et en plus, tout le monde n'était pas d'accord autour de moi. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de gens qui étaient véhément contre. Ils me disaient, si vous faites ça, vous allez rajouter de l'instabilité sur votre équipe. Qui n'était pas d'accord? Plein de gens. Tous les gens autour de moi, à ce moment-là, donc mes premiers advisors, mes premiers investisseurs, n'étaient pas forcément d'accord. Et ils avaient un peu raison sur ce côté-là. C'est que moi, je connaissais pas Maxime. On venait de se rencontrer il y a 1 mois et demi, tu vois. Zid Aleha, une autre instabilité, c'est le trio qui peut, dans 6 mois, exploser parce qu'on n'a pas. Mais il y avait un feeling, tu vois, un truc de putain, j'aimerais bien travailler avec ces gars. Et donc, moi, je me suis fait confiance sur ça. Maxime, on était hyper alignés, lui et moi. Et donc, il nous a rejoints. Et de là, je pense qu'au final, le trio a été la plus grosse force de Sport Bio parce que Maxime, c'est la meilleure personne au monde pour construire technologiquement ce qu'on veut construire. Moi, je connais bien mon marché, donc pour parler à mes clients, pour vraiment opérationnellement développer le truc, c'est excellent. Et après, toutes les erreurs de first-time founder que j'aurais fait sur des sujets financiers, sur des sujets RH, sur des sujets légaux, on n'en a pas parlé, mais on a racheté une boîte, je ne sais pas si tu te rends compte. Ah non, ça a été annoncé avec la série, on a racheté un de nos concurrents. Si Mohamed il n'était pas là, jamais moi je serais allé faire un move comme ça, tu vois. Et donc en fait, Head l'association, c'est ce qui nous a permis d'aller assez vite, parce que moi je suis un peu le cheval fou de la bande, et après je sais que derrière moi il y a Mohamed qui tient un peu la baraque, tu vois, avec qui on échange beaucoup et qui me permet de, si je fais un move, je sais que je suis backé. Voilà. C'était quoi le rationnel derrière cette acquisition? C'était une acquisition sur 2 volets. Un premier volet qui est de Know-how, c'est une boîte qui était dans le space depuis 8 ans, c'est-à-dire que ça faisait 8 ans qu'ils avaient développé des modèles d'intelligence artificielle pour détecter des bactéries avec des technologies optiques. Ils virevoltaient, ils ont fait plein de choses, ils ont levé pas mal d'argent, mais ils n'avaient pas réussi à construire le bon produit, mais scientifiquement, il y avait des choses vraiment très intéressantes. Et donc, on a récupéré quelques-uns de leurs personnes pour venir profiter de toute leur courbe d'apprentissage. Et après, c'était aussi un move très défensif pour nous. En fait, c'était la seule boîte au monde qui avait des brevets dans notre domaine pour ce qu'on appelle la chimiométrie pour la détection de bactéries. Et donc, en rachetant la boîte, on rachète les brevets. Ça fait un move. C'est vos VC qui ont l'idée? C'est vos VC qui ont l'idée? Non, tu sais que c'était une des premières boîtes à qui j'ai parlé quand on a commencé à monter Sport Bio. Et tu sais, on échangeait, etc. Et un jour, on commence à voir qu'une opportunité se dressait. On commence à échanger. On avait un très bon fit avec l'équipe. Et donc, non, pas du tout. C'est moi et Mohamed et Maxime, on s'est chauffé sur l'opportunité. Voilà, quoi. Incroyable. Peut-être on arrive à la fin du podcast, mais depuis tout à l'heure, tu me parles d'entrepreneur first. Ouais. J'ai pas l'impression que ça existe au Maroc. Non. Pour reboucler avec Qarawiyyin, est-ce que vous avez aussi vocation à faire rencontrer des profils business avec des profils vraiment deep tech? Je pense que c'est une clé et c'est hyper important. Et récemment, je parlais avec une personne qui me disait Mémine, tu montres Qarawiyyin, mais toi-même, t'es pas scientifique, tu vois. Je disais, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est des gens qui ont une appétence très forte et qui viennent tomber amoureux d'un problème, peut-être sous un autre angle, plus marché, etc., et qui viennent s'associer avec les scientifiques et les sachants qui ont la compétence technique pour le résoudre. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment construire cette base technique et scientifique dont on a besoin. Et je pense que progressivement, ça va être pour tous les deep tech enthousiastes qui veulent monter quelque chose et qui vont permettre. Et oui, le but premier, dans la premier pilier que je t'ai dit, c'est la création d'opportunités, donc le matchmaking. Venir il y aura des événements. Il y aura plein de... Le premier... c'est avant le 8 mai, mais c'est le 29 avril qu'on fait dans nos labos à Sport Bio. On réunit toute la communauté, le chapter parisien.
Et il y aura de plus en plus d'événements un peu partout dans le monde, par chapter. Et on pense même à un gros événement annuel qui sera à Ben Gueler, où on réunira vraiment tout le monde. Donc voilà. Ok, incroyable. Donc toi, tu prendras du temps de ta semaine, de ton mois pour vraiment te... Mon week-end. De ton week-end, s'il le faut. Non, bah, tu sais, je suis entrepreneur et j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est un projet passion que je fais avec des gens que j'adore. Qui demande un peu d'énergie, mais pas énormément de temps, et sur lequel on a eu la chance d'être bien backé, bien entouré dès le début. Et je tiens à dire, c'est aussi notamment une équipe de jeunes étudiants hyper passionnés et qui se voient hyper dans la vision qu'on construit. Des étudiants de l'UM6P ? Il y a notamment des personnes de l'UM6P, mais c'est des étudiants qui sont un peu partout dans le monde, aux États-Unis, à Berkeley, à Cambridge, à Sciences Po, et qui sont passionnés par ce qu'on veut construire et qui mettent un gros relais d'énergie qui nous permet d'avancer. Est-ce que tu veux faire un appel potentiellement à des gens qui voudraient vous rejoindre ? Bien sûr. Du coup, Qarawiyyin, on aura d'ici là un compte LinkedIn et un site qui est déjà créé qui s'appelle qarawiyyin.com. Et du coup, n'hésitez pas à rejoindre, à join the journey, à join un des chapters et à venir apporter cette pierre à l'édifice de cette initiative qui, je pense, peut venir cristalliser le futur de la deep tech au Maroc. Okay. Bah écoute, merci beaucoup Amine. En tout cas, tu vois, moi à chaque fois que je termine ces podcasts, je ressors avec la même énergie de me dire c'est fou comment le Maroc a changé en si peu de temps. Il faut des gens comme toi, il faut... Il y a un élan d'optimisme, Binata, il y a un énorme élan d'optimisme. Il faut capitaliser à fond. C'est le bon moment de se lancer, c'est le bon moment d'avoir une idée. Mais dis combien de gens tu as rencontrés qui t'ont dit « Ouais, je suis en train de monter un club deal ou un fonds pour investir dans des Marocains ». Ah bah, même moi-même. Non, c'est top, c'est incroyable, tu vois. Parce que, en fait, mais mondialement... On est en train de... Tu sais que j'ai parlé à un de mes VC de Qarawiyyin. Ouais. Il m'a dit, putain, Amine, trop bien, tu vas m'apporter du deal flow pour que j'investisse, parce qu'il y aura des gens hyper intéressants, qui n'est pas marocain, qui... voilà. Et donc, en fait, juste, tu prends des boîtes, je pense que tu les connais tous, mais Monkeyai, Kevlar, je sais pas, aide-moi. Monk, Kantev. Tu vois, qui font des trucs de malade. Et juste, tu prends Entrepreneur First à Paris, dans les meilleures boîtes. Presti, Kinetics, Canova. Canova, oui, exactement. C'est pour la blague. Non, c'est pas une blague, ça va être une des plus grosses boîtes, vous allez voir. Amine El Lali, si tu nous écoutes. Exactement. Cosmera Studio, alors je continue dans les petits, les boîtes qui sont en train d'être montées maintenant et qui, je pense, vont avoir un gros impact. Mais ouais, et tu sais que les VC, ils deviennent fous sur ça. Ils sont en train de se créer des thèses et tout. Parce que je pense que le Marocain, c'est un hargneux, c'est un intelligent, c'est quelqu'un qui a quitté son pays et qui a découvert des environnements complexes. C'est quelqu'un de studieux, de travailleur. Et donc, je pense que ça fait des très bons entrepreneurs. C'est fou parce que tu dis ça, mais je regardais les statistiques de qui follow la page Tomorroco. Et il y a notamment la General Manager d'Entrepreneur First. C'est vrai ? Ouais. Coralie. Coralie, bonjour à toi. Non, je me dis vraiment, c'est qu'elle a compris qu'il y avait du deal flow à aller chercher là-bas, tu vois. Clairement. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Amine. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, faites-le. Sur tous les channels, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Encore une fois, Tomorroco, c'est 2 épisodes par mois. Moi, je ressens, en discutant avec beaucoup de gens, en prenant des cafés, qu'on n'est qu'au début de la vague. Jitech, c'était derrière nous. Et je ne sais pas si vous avez vu les annonces ou même la dynamique que ça a créé, mais je pense que le Maroc va prendre une place qui est énorme. Et tout ce que tu viens de me dire, Amine, le confirme. Donc en tout cas, suivez-nous. Le futur du Maroc s'écrit par la tech, par la science, par la deep tech. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, et bravo à toi pour tout ce qu'on moi, j'ai rien fait, c'est vous. Ouais, ça y est. Fausse modestie. Non, il faut dire, il y a quelques années, c'était pas possible ça. Il y a aussi, je pense, un truc de l'Omerta, pas trop parler, la haine qui est très présente dans le truc. Et je pense qu'ouvrir un peu les débats sur ces sujets-là ne peut faire que du bien à l'écosystème. Bah écoute, merci beaucoup Amine, et puis c'est que le début. Salut. Merci Madi.